Et ma mère, quand j'ai commencé à devenir un peu plus qu'adolescent, à commencer mes études pour mon existence, pour avoir un métier, elle m'avait demandé qu'elle aimerait bien que je continue sur les traces de mon père, que dans le domaine, à défaut d'être chimiste, dans la minéralogie, puis déjà j'étais passionné par tout ce qui était nature, les papillons, les oiseaux, les minéraux, et non des moindres, commençaient déjà à s'agglutiner dans une petite collection que je composais à l'époque. Alors, des minéraux, c'était des petits bouts de roche sans intérêt, de valeur, mais ils avaient déjà une fascination qui exerçait sur moi un début de passion. Claude Boulay est l'artiste révélateur de la beauté intérieure des pierres du monde, une passion qui l'anime depuis son enfance. J'avais un copain qui était fils d'un pâtissier qui vendait des bonbons, enfin, et il m'a dit, moi j'ai plein de bocaux que mon père a laissés, je vais t'en donner un, et j'avais mis ces pierres roulées dans un bocal avec de l'eau pour pouvoir les conserver telles que je les avais découvertes dans les ruisseaux. Ça, c'était le début de mes passions, ça. Je me suis éloigné du côté scientifique. Je connais les notions du savoir des minéraux, du moins pas dans le détail, mais d'une façon générale, savoir que c'est un cristal, de savoir ce que c'est qu'une substance chimique, une substance minérale. Mais ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est ce que resplendit la pierre une fois coupée et polie, et non pas le substrat, mais ce qu'elle dégage par son image. Claude Boulay tranche la pierre pour en offrir la substantifique image. J'ai découvert, lors d'un voyage avec ma femme en Toscane, ce musée des pierres dures où sont consignées ces fameuses paésines qui sont des pierres qui sont recherchées et prisées depuis la Renaissance italienne pour en faire des décorations sur des meubles dont on plaquait les tiroirs. Bref, ces pierres-là, pour moi, elles représentaient, en tant que peintre, en quelque sorte, je me disais, mais ça c'est de la peinture, c'est plus la peine de peindre. Donc je me suis mis à chercher ces pierres. Alors j'en ai trouvé dans des lieux où les propriétaires, qui sont devenus des amis, certains m'ont chassé de leur terre, parce qu'ils me disent, t'as rien à faire là, c'est chez moi. Et alors j'ai trouvé mes premiers blocs qui n'étaient pas les plus beaux. À cette époque, je m'enthousiasmais pour des roches qui maintenant me font sourire, que je laisserai sur place. C'est toujours dans la strate, dans l'épaisseur où elles se sont formées, que se sont formés les dessins, les motivations de figuration et autres. De là, si elle est belle dans une strate, toute la strate sera belle aussi. Je me suis mis à acheter les machines nécessaires, d'abord pour les couper, pour les tailler, c'est-à-dire un disque diamanté, c'est pas une scie, hein, qui tourne entraîné par de l'eau pour refroidir la pierre au fur et à mesure de l'avancée de la coupe, et des machines pour polir, les abrasifs, etc. Bon, ben on va passer donc à la phase du polissage après les avoir coupés. Pour ça, j'utilise des disques de carborandum de différents grains qui permettent de retirer les traits du sciage lors du passage de la coupe, et puis avec des disques différents que j'applique sur un engin là, c'est qu'on appelle le flexible, qui va tourner moyennement. Je vais continuer jusqu'à obtenir un doucissement de la pierre prêt au polissage. Donc il y a 4 phases successives. Et il y en aura une 5e au polissage final. Premier dégrossissage de la pierre. Voilà. En avant pour la deuxième.
Parti. Alors voilà le troisième. Alors ça il est déjà beaucoup plus fin. Il va mordre la pierre, mais d'une façon beaucoup plus adoucie. Donc il se prépare au polissage futur. Alors je vais la mouiller un petit peu. Ça c'est le feutre. Le feutre avec ce qu'on appelle une petée d'étain. C'est une poudre d'alumine qui va être appliquée sur la pierre. Pas beaucoup parce que c'est pas nécessaire. Et on va commencer à la polir. Voilà. Donc là, après cette dernière phase, voilà, la pierre est polie, hein, on voit la brillance. Il faut la laver parce qu'il y a des traces de la petée, là je viens de mettre, mais on voit le brillant de la surface. Et je vais la rincer, je vais la nettoyer. Une fois la pierre terminée, comment elle se présente. Et celle-là, elle est particulièrement évocatrice, hein. Elle évoque des ruines d'un château fort, que sais-je, en tout cas quelque chose comme une architecture moyenâgeuse, on pourrait penser. Les couleurs sont absolument naturelles. Elles sont obtenues par des oxydations qui ont pénétré dans la pierre au cours des âges. Ce qu'elle m'évoque, eh bien, ça c'est tout l'infini de la nature que chaque pierre livre à travers un concert d'images palpitantes, de grande beauté, évocatrices et en même temps suggestives. Par exemple, dans certaines des couches où j'ai trouvé un type de paésine que je nommerais les villes ou les châteaux ou les ruines, forcément j'y vois une concurrence un petit peu avec l'art du dehors, avec la nature, mais ce qui est fascinant, c'est que ces combinaisons, ces dessins, ces paysages ont été faits comme si ça avait été prévu par la nature de plaire à l'œil humain, de les admirer. Et puis non, pas du tout, ça a été fait dans l'aveugle travail de la géologie qui prend des années et des années. On remonte le temps au travers de ces tableaux fantastiques et illusoires, traces d'un futur pétrifié, galions de la flotte italienne, ville fantôme ou esquisse d'une plateforme de pétrole. Étrange passé visionnaire serti au cœur des pierres. Alors oui, une multitude d'images fascinantes pour tout le monde, pas seulement à mon regard. Une fois les avoir révélées, je peux dire que dans mon travail, j'ai pu mettre à jour des pierres qui, sans mon intervention, n'auraient peut-être jamais été montrées à personne. C'est ça, ma modeste gloire. Mais voilà, toute l'imagerie des pierres fait qu'on les contemple pour tout ce qu'elles représentent, pour leur côté imaginaire que chacun interprète selon son goût, sa sensibilité.
ma part, j'ai toujours été attiré par la partie non lisible, non explicable, un peu indéfinie, un peu comme chez Tchekhov dans ses pièces de théâtre, où il parle, il est représenté par un vieux personnage, et puis il s'arrête de parler à un moment donné, et tout le monde, au lieu de lui dire, mais continue, tu nous expliques pas tout, et tout le monde, sans raisonner, accepte ce silence. Et c'est un peu comme une rivière qui s'en va dans le sable. Et j'aime dans ce discours de réalité cette définition que je retrouve un peu dans mes pires. Je ne peux pas les expliquer, mais si je les explique, je vais tuer un enchantement. Je laisse à chacun son approche et sa magie. Ce pourfendeur de roches occultes n'a pas un cœur de pierre. Sensible et poétique, il est au cœur des pierres pour mettre en lumière et valoriser l'esthétisme d'une nature minérale emprisonnée depuis la nuit des temps. Les quartz qui sont d'une grande dureté, cristal de roche qu'on appelle plus communément, et ils ont la particularité d'avoir des inclusions, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a une espèce minérale étrangère au quartz qui s'est amalgamée dedans à la suite d'événements géologiques plus ou moins explicables. Je ne suis pas un scientifique pointu pour vous donner des détails, mais le résultat est là. Le rutile, puisqu'il s'agit de son nom, cette espèce d'oxyde de titane qui donne des baguettes dorées absolument remarquables, a été enfermé pendant la croissance du cristal de roche. Et dans l'autre, ça évoque plutôt des chevelures. Pour ma part, comme j'ai fait beaucoup de montagnes autrefois, j'y vois une image d'une moraine où une pluie, une petite averse tombe et éclairée par la lumière du soleil. Ben ça, c'est un bois fossile d'une grande beauté en provenance d'Arizona, dans un lieu où on les a extraits autrefois, après les avoir découverts, et qui est désormais un parc national. On voit les troncs, on voit ces troncs émerger, sortis de terre par l'érosion, par le temps. Et ils ont été enfouis donc il y a environ 200 millions d'années à la suite d'un séisme cataclysmique, au-delà de 10 peut-être, qui a tout englouti cette forêt, et qui s'est ainsi préservé du pourrissement. Bon, on en a ouvert, on en a tronçonné avec des disques diamantés et polis, comme cet exemplaire qu'on a sous les yeux, pour en montrer la beauté. Et on voit très bien, on voit plus tellement les lignes de croissance, mais on voit la disposition des couleurs qui semble attester, qui semble pas, qui atteste que c'est un bois fossile, puisque ces dispositions de coloration sont en forme d'arc de cercle, qui sont l'imprégnation et la transformation des zones d'accroissement de l'arbre. On voit d'ailleurs très nettement que c'est un arbre fossile. Donc il a, aux estimations des scientifiques, il serait d'environ 250 millions d'années d'âge. On appelle d'ailleurs ce parc le Petrified Forest, la forêt pétrifiée. C'est un séquoia? C'est un séquoia, oui. Le plan central de mon travail, de ma démarche, de ma passion, c'était les paesines, les pierres de Toscane. Donc les paesines qui signifient pierre paysage, en italien traduit en français, et qui ont été quasiment pendant tout le cours de ma vie ma fascination et ma préoccupation principale. Dans cette pierre qu'on a sous les yeux actuellement, où on voit des personnages, en haut il y a une bataille navale. Alors la bataille navale a été inspirée par les traits et la couleur de la partie haute de la pierre, qui n'avait pas cette couleur à cette époque. Elle était d'une façon beaucoup plus éclairée, beaucoup plus lumineuse. Là, c'est un petit peu terni, mais enfin, peu importe. Et elle a inspiré à des peintres vers 1690. On sait qu'il y avait un atelier où il y avait quelques peintres qui peignaient sur ces pierres, sur la fameuse paesine, dont nous avons ici un très bel exemplaire ancien. Et ça a duré très très peu de temps, 7 ou 8 ans. Ça s'est éparpillé dans les collections à travers l'Europe. En haut,
se sont inspirés par une vision de la mer, une bataille navale. Il y a d'ailleurs entre les deux goélettes ou les deux trois-mâts, ou comme vous voulez, une canonnade d'un côté, et au milieu justement une petite barque où sont représentés 3 petits personnages qu'on peut voir à la loupe d'une façon remarquable. Les détails ils sont tellement merveilleux. Oui, alors Venise venait de faire la conquête de Byzance, d'où la présence de ces Arabes, de ces Turcs qui sont là en méditation. Et ça a beaucoup influencé l'art florentin à cette époque. Et on a peint ces personnages au regard de cette conquête vénitienne qui date de cette époque en somme. Voilà. Alors, toute l'inspiration est faite devant des ruines. Les personnages sont dans une position de méditation et de silence. Et ça aussi, c'est admirable. Si on veut, c'est comme un spéléologue qui rentrerait dans une grotte pour la première fois. Et lui aussi, et plus que moi, il y rentre en effraction. Mais pour ma part, on pourrait même poser quelques questions qui ne m'ont jamais été posées, mais ça pourrait arriver que je pourrais nuire quelque part, je pourrais faire nuisance, c'est-à-dire que je casserais la nature, que je la violerais en cherchant ces pierres, au lieu d'être paisiblement enfouies dans le sol, de les en sortir et d'aller couper et les polir. Une minéralogie visionnaire, dira l'écrivain André Breton à Claude Boulay. Ces pierres étaient déjà recherchées à des fins décoratives, mais pas avec le même regard que je leur ai donné, c'est-à-dire comme des paysages, comme des tableaux, comme si c'était la nature qui s'était fait peindre et qui m'obsède sans arrêt, parce que quand je les vois, je ne vois pas seulement l'explication de cet effort inouï car la nature est dans un temps éperdument long à réaliser des choses belles, mais de voir que dans les pierres et dans la nature en général, mais dans les pierres qui sont mon objet à moi de rapprochement intime, il n'y a jamais de faute de goût, tout est d'une beauté surprenante et mystique, mystérieuse, magique. J'ai fait quelque chose qui ressemble à mes pierres, comme m'avait dit un jour un client qui m'avait beaucoup complimenté sur ce que je faisais. Il m'a dit, mais vous devez vivre un peu comme le regard que vous donnez dans vos pierres. Vous devez être un peu dans l'irréel. Et c'est un peu vrai. Je suis souvent dans l'irréalité. Sans nul doute, un aventurier dans son genre qui souhaite transmettre sa passion des pierres imagées. J'ai pensé à le transmettre jusqu'à présent. Je n'ai pas eu beaucoup de résonance autour de moi. Je ne sais pas, je n'en connais pas la raison. Je pense qu'il y a trop de mystère ou trop d'inquiétude devant le fait c'est pas de les acheter et de les revendre, c'est de les trouver, c'est d'avoir l'œil, c'est d'avoir l'expérience. Alors former quelqu'un, on m'a posé cette question, je ne peux pas former quelqu'un à l'âge que j'ai. Depuis plus de 60 ans, ou près de 60 ans, j'exerce ce travail que je n'ose appeler un métier, un travail passionnel. Je suis toujours un apprenti de ce que je fais. Donc comment enseigner à quelqu'un en 1 an, en 6 mois, c'est pas possible. Lui révéler pas seulement les gisements, mais lui dire là, à cet endroit, il faut un œil, il faut une expérience, il faut un savoir. C'est pas parce qu'on va aller dans un lac pêcher, on dit c'est un endroit où la pêche est meilleure. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, donc, je suis dans ce domaine, je suis autodidacte, je me suis formé moi-même. Il n'y a rien de très compliqué, c'est de l'artisanat, ça. Mais il y a tout le reste qui est le regard. C'est ça, et la passion. Le regard.